Bonjour à toutes et tous, ici et à distance en webinaire. Très heureuse de me retrouver ici. Je crois que je suis venue il y a une bonne paire d'années, voilà, puisque effectivement les événements n'ont plus été possibles dans ce lieu pendant quelques mois. Merci beaucoup à Jacques Marceau pour son invitation à cette allocution. Pour essayer de vous dire en 10 minutes comment la banque se place au premier plan des transformations sociétales, numériques et environnementales. Alors, normalement, sur l'aspect numérique, je n'ai pas besoin de vous en convaincre. Vous êtes tous clients, prestataires, conseillers ou challengers ou concurrents. Et donc, bien sûr, vous voyez bien que la technologie et l'innovation sont absolument, je dirais, au cœur de toutes nos préoccupations. Je voudrais plutôt vous illustrer en quoi elles sont, pour nous aujourd'hui, surtout des outils au service de 3 valeurs très fortes de notre industrie, des valeurs qui ont été très illustrées dans la crise et que je dirais qui sont aussi finalement notre guide depuis de très nombreuses années, mais dont la crise, je dirais, a rendu l'apparence encore plus forte. C'est la solidité, l'utilité et la proximité. Et au fond, sur ce sujet de proximité, c'est le plus paradoxal de montrer en quoi, finalement, ce modèle à la fois humain et digital peut être, au fond, peut répondre de façon plus adaptée et personnalisée aux attentes des particuliers, des professionnels, des entreprises, clients, avec des banques à vocation universelle, avec un modèle relationnel qui est assez atypique en Europe, je dois le dire. Le fait qu'il soit, je dirais, dominant sur le marché est assez atypique. Dans d'autres pays, il y a une plus grande variété. Il y a même une contestation, tout simplement, de l'intérêt d'un tel modèle. Et ce n'est pas le cas en France. Ça ne veut pas dire que divers modèles peuvent coexister, mais ça veut plutôt dire que c'est un élément extrêmement structurant. Alors, ce numérique qui renforce la proximité entre la banque et son client, je voudrais vous l'illustrer avec quelques chiffres. Tout d'abord, davantage de services grâce au numérique et donc ces complémentarités entre le réseau d'agences qui est un peu la vision physique de l'agence, mais en réalité, vous le savez très bien, une bonne partie du travail se fait dans les agences, une bonne partie se fait à l'extérieur. Donc l'évolution du réseau d'agences n'est pas l'unique marqueur de l'évolution de l'offre de services. Alors aujourd'hui, savez-vous combien de Français consultent le site internet ou utilisent l'application de leur banque pour leurs services ? Je ne sais pas. Je vais plutôt vous demander de montrer sur les chiffres d'une main combien n'utilisent pas ces services. Personne ne montre sa main. Pardon ? Sur une main. En réalité, 96% des Français consultent le site internet ou l'appli, ce qui veut dire que 4% ne le font pas. Alors ces 4%, il ne faut pas les oublier. Les agences ne travaillent pas que pour eux, bien évidemment, mais ça montre aussi que quand on a une vocation universelle dans un pays aussi diversifié que le nôtre, il faut aussi s'occuper de ces 4%. Alors un autre sondage, un autre chiffre toujours issu de notre sondage sur les jugements et les attentes des Français, la banque idéale pour 83% des Français, c'est une banque qui laisse à ses clients la possibilité de recourir à des services à distance ou en agence en fonction de leurs besoins. Voilà. Donc 83% des Français veulent une banque qui fait en même temps du physique et du digital. Il n'y a pas tellement de surprise ou d'étonnement, mais c'est un chiffre qui est relativement stable dans le temps, qui en réalité évolue avec les tranches d'âge, mais même pour les tranches d'âge les plus jeunes, il est quand même très élevé, hein, il est largement supérieur à 75%. Alors, bien sûr, le numérique réinvente la question de la sécurité. Les pieds nickelés, les braqueurs de banque, ça, c'était bien sûr un classique de la sécurité bancaire, les braquages. Ça existe encore, on a toujours des enjeux de sécurité physique, mais aujourd'hui, avec les enjeux de cybersécurité, bien sûr, c'est chaque jour qu'on peut se faire braquer chez soi. Et donc, évidemment, ce numérique réinvente complètement cette question, à la fois sur la sécurité des fonds, mais aussi la sécurité des données. Donc ça, c'est l'un des éléments les plus massifs de l'investissement des banques. C'est un élément non négociable, absolument fondamental. À la fois la protection des fonds, bien sûr, avec tous les dispositifs possibles et imaginables, mais la protection des données des clients, là, c'est vraiment un choix qui est extrêmement fort et qui va
va avec le fait que les banques se posent en qualité de tiers de confiance. Donc là, dans notre étude annuelle, notre sondage annuel, nous mesurons finalement la connaissance et l'appétence des Français sur cette question. Leur attente est absolument majeure, mais leurs pratiques, là encore, sont extrêmement variées et il faut vraiment les sensibiliser tous azimuts pour les aider à y faire face. Alors, je vous donne quelques exemples. Nous menons depuis des années des actions de sensibilisation à la sécurité numérique aux côtés de l'ANSSI, dont nous sommes partenaires pour le Cybermois qui commence demain. Donc, je pense que vous êtes nombreux ici à être mobilisés. Nous travaillons aussi avec la police judiciaire, à la fois au quotidien et puis en sensibilisation, puisque tout à l'heure, je vous parlais de 4% de Français qui n'utilisent pas le numérique ou qui l'utilisent peu. La proportion de ceux qui ne l'utilisent pas à son plein potentiel est bien entendu beaucoup plus forte. Et donc, c'est à ce public-là qu'il faut s'adresser. Il ne suffit pas d'envoyer des mails, de faire des pop-up, d'envoyer des notifications, etc. Non, il faut aussi passer des spots vidéo sur les télés régionales avec des acteurs, là encore, qui ont la confiance de la population, comme la police ou la gendarmerie. Et donc, ce sont des choses extrêmement concrètes qu'on fait pour couvrir vraiment toute la chaîne, des normes de sécurité les plus fortes jusqu'aux actions les plus quotidiennes auprès de monsieur ou madame tout le monde. Voilà, donc je sais que beaucoup d'entre vous ici sont également impliqués dans cette cause de pédagogie très forte et de renforcement technique des outils. Et puis, toutes les autorités sont extrêmement déterminées là-dessus. Alors, après la proximité, je voudrais aussi vous dire en quoi ce numérique qui ajoute une dimension à la banque classique et à la banque, je dirais, à visage humain, conduit à repenser le fonctionnement des équipes, les métiers, les compétences. Bien sûr, il faudrait 2 ou 3 jours de conférence pour en faire le tour, mais simplement, bien évidemment, quand on a une vocation d'employeur important, quasiment 2% de la population active en France, il faut penser équipe, métier et compétences, et ce n'est pas une nouveauté d'aujourd'hui. Savez-vous de quand date l'expression « la banque, c'est la sidérurgie de demain » ? Quelqu'un a-t-il une idée ? Voilà. On a trouvé la première trace au tout début des années 80. Voilà. Alors, bon, comme ça arrive parfois, les prévisionnistes se sont trompés, hein, c'est assez rare, mais ça arrive, notamment là-dessus. La grande différence, en réalité, entre les flux massifs sortant de la sidérurgie et puis la banque, c'est que, en réalité, ces évolutions ont pu être gérées dans le temps. Elles se sont basées, tout simplement, sur une adaptation en continu des évolutions. L'emploi bancaire s'érode, ça c'est un fait, on ne va pas dire le contraire. On fait, là encore, des statistiques pour le coup très rigoureuses annuellement que nous partageons, moins 1% par an en moyenne depuis plusieurs années. Cet emploi s'érode, il ne s'efface pas. Il s'adapte avec une forte dynamique de recrutement. Les recrutements, c'est plus de 10% des emplois chaque année. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de rester cet employeur responsable, pérenne, qui vous amène sur une partie de votre parcours professionnel, qui vous fait évoluer, qui peut effectivement vous recruter sur certains métiers, vous en proposer d'autres, et puis vous dire que la règle du jeu, c'est d'entrer et d'évoluer. La semaine dernière, nous avons eu l'honneur de remettre leurs attestations à une cinquantaine de jeunes qui s'insèrent dans l'emploi par le sport ou à quelques personnes réfugiées hautement qualifiées venues de divers pays qui s'insèrent dans l'emploi par le secteur bancaire, par des partenariats. Pour eux, l'un des éléments d'attraction, c'est de se dire « je rentre par ce biais et je sais que je pourrais faire plusieurs métiers, m'adapter au fil du temps ». Et donc ça, c'est un élément qui est assez important. Alors, les recrutements, bien sûr, la formation est un élément majeur. C'est quasiment 5% de la masse salariale. Et 20% des salariés formés ont suivi des formations au numérique et au digital. Alors vraiment, sur l'aspect transformation numérique ou digitale. Je n'ajoute pas à ça des formations qui peuvent exister en bureautique ou, je dirais, en formation à de nouveaux applicatifs. Voilà, ce n'est pas du tout de ça que je parle. Je parle vraiment de ça. Donc c'est 20% des salariés à mettre en perspective avec 40% de salariés qui sont formés aux nouveaux produits et services. Donc on voit bien que l'aspect transformation numérique n'est pas forcément, je dirais, le tout premier en termes de formation. Ça reste l'exercice quotidien du métier qui fait partie du cœur des formations, mais c'est quand même 20% des salariés formés.
C'est absolument considérable. Un autre chiffre, là encore, 50% des recrutements qui sont faits sont des recrutements de commerciaux. Quasiment 14% des recrutements qui sont faits sont les métiers de l'informatique. Aujourd'hui, alors l'informatique, c'est un terme ô combien générique, devant le contrôle des risques. Donc aujourd'hui, on recrute davantage de spécialistes, là, donc des personnes qui ont ce socle initial devant le contrôle des risques. Et vous le savez tous, dans la bataille des talents digitaux, les banques jouent bien leur part et représentent une bonne partie des bataillons de recruteurs. Voilà, alors bien évidemment, tout cela a un résultat qui, en réalité, je dois dire, s'est révélé dans la crise sanitaire, peut-être au regard de l'extérieur, pour nos interlocuteurs extérieurs, mais j'allais dire aussi et surtout pour les équipes. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une banque, qui est généralement une très très grande entreprise, avec les joies et les peines et les lourdeurs parfois de ce qu'est une grande entreprise, qu'on vous vante le fait que des structures plus petites sont par définition plus agiles, etc. Ce qui est très important pour vous, c'est justement de vivre cette agilité. Et je crois que vraiment, rien de pire ne pouvait arriver que cette crise. Mais dans ce pire, eh bien, il y a eu cette adaptation à la fois au travail à distance, aux services fournis à distance, une capacité à maintenir une présence sur place qui a permis la résolution de situations très complexes pour les clients aussi, donc cet alliage toujours. Aucune négociation, je l'ai dit, sur le sujet de la sécurité, aucune garde n'a été baissée, et puis vraiment, je dirais, toute la technique a pu suivre ou précéder tous les enjeux que nous avons connus du télétravail aux autres. Alors, je voudrais juste finir par un point pour dire que nous avons... Alors, juste finir par un point, en réalité, c'est le point majeur qui nous préoccupe tous, c'est la transition énergétique. Alors, évidemment, comme toutes les industries, on s'adapte pour, je dirais, améliorer les offres, la relation avec les clients, avec des innovations technologiques nombreuses. Mais en réalité, tout ceci est au service d'une utilité qui est celle de la transformation de notre économie. Nous avons tous cette obsession du climat qui va jusqu'à la panique pour certains. Je pense que le secteur bancaire ne panique pas devant ce sujet, il agit tout simplement. Il agit pour se demander comment il peut, il agit après s'être demandé et en travaillant en continu à la manière d'être au rendez-vous de l'urgence climatique sans exclure. Il y a beaucoup de débats en matière de transition et ce sont notamment les vues portées par plusieurs ONG qui sont des vues d'exclusion pure et simple. Ou de, je dirais, finalement, séparation entre ce qui est bien, ce qui mérite certaines couleurs et ce qui en mérite d'autres. Je crois que là encore, sans être dans un consensus mou, ce qui est important, c'est de se dire que pour effectuer sa transition, une entreprise, même perçue comme très polluante, a besoin d'investir, a besoin de fonds. A besoin de personnes qui lui font confiance et qui la financent en sachant qu'elle va dans le bon sens. Par ailleurs, un certain nombre d'acteurs de toute petite taille, donc je pense qu'on a tous autour de nous des personnes qui n'ont pas les moyens de changer leur vieille voiture pour une voiture plus neuve, et encore moins la possibilité d'aller en vélo de chez eux à 50 km pour faire le ménage le matin dans les bureaux. Je pense qu'on en connaît tous des gens comme ça. Et en réalité, le rôle des banques, c'est d'être au rendez-vous de l'urgence climatique pour toute cette diversité de clients. De la plus grande entreprise qui est challengée sur tous ses marchés pour faire sa transition écologique et qui a besoin d'investir, qui a besoin de ne pas avoir de gap de financement. Et puis, ces personnes, ces clients dans la masse qui ont besoin d'outils, qui ont besoin en tout cas de continuer à accéder à un crédit peu cher, mais en même temps être incités aussi à faire leurs évolutions. Donc aujourd'hui, ce choix
Ces marqueurs je vais vous donner quelques marqueurs qui montrent que des politiques ambitieuses ont été prises. Il y a 4 banques françaises dans le top 10 mondial des émissions obligataires vertes. Là, je parle vraiment des vertes, hein, j'ajoute pas toutes celles qui sont à impact et autres. Le montant des énergies renouvelables aujourd'hui, c'est 20 fois celui du charbon. Donc celui du charbon est en chute constante, celui des énergies renouvelables a augmenté en 4 ans entre 2016 et 2020 de 57%. Donc on est vraiment dans un rapport complètement inversé entre les énergies renouvelables et le charbon. Et puis autre chiffre, la Net Zero Alliance a été rejointe par les 5 plus grandes banques françaises. Et donc tous ces éléments à la fois d'engagement, de choix et de transparence culmine, je dirais, avec la publication de chiffres sur le site de l'Observatoire de la finance durable, et puis dans des travaux méthodologiques extrêmement complexes pour voir comment aligner les portefeuilles avec les objectifs de l'accord de Paris, tout en assurant que, là encore une fois, une entreprise qui a besoin de changer sa chaîne de production pour qu'elle soit moins polluante ne soit pas stigmatisée parce qu'elle est aujourd'hui très polluante, mais qu'elle soit au contraire récompensée pour l'évolution qu'elle souhaite faire. Voilà, alors ça aussi c'est de l'innovation technologique en dehors de notre secteur, mais au fond, ce que je voulais vous dire, c'est que tous ces enjeux de transformation supposent des outils financiers, une solidité financière, des outils technologiques puissants, mais aussi des convictions. Et j'espère vous les avoir exposés, la solidité, l'utilité, la proximité, le soutien à la transition. Et j'ajouterais, s'agissant de la banque à la française, une forte attention à tous les publics, y compris ceux qui pourraient être atteints par l'électronisme. Voilà. Donc nous sommes très confiants sur le fait que vos assises, qui réunissent des clients, des prestataires, des collaborateurs, des concurrents des banques, seront riches en idées pour affronter tous ces enjeux. Je vous remercie pour votre attention.